Vous savez, il y a une grande misogynie en fait en politique. Alors on ne le dit pas trop à gauche, surtout qu'à gauche on est toujours les premiers à être en pointe sur la parité. Puis c'est vrai que c'est quand même Jospin qui a fait la parité. Bon. Et puis c'est Hollande qui, le premier des présidents, a mis autant de femmes que d'hommes au gouvernement. Mais la vie quotidienne et la réalité, c'est que c'est dur pour les femmes. D'abord, c'est difficile parce qu'on ne nous nomme pas facilement à des postes à responsabilité. Et souvent, on a l'impression qu'il faut qu'on en fasse 4 fois plus que les hommes. Par exemple, dans les réunions de direction, souvent, ce n'est pas les femmes qui prennent la parole en premier. Et pour les réunions difficiles, en particulier, je pense aux réunions avec des gros enjeux politiques, je me souviens de réunions de ministres, où systématiquement, les premiers, ce sont des hommes. Alors pourquoi? D'abord parce qu'on s'autocensure. Moi, je crois qu'il y a une autocensure des femmes. Et puis deuxièmement, un petit exemple, quand une femme lève la main pour prendre la parole, eh ben, bizarrement, il faut qu'elle relève la main plusieurs fois avant d'avoir vraiment le micro ou la parole. Et à chaque fois, il y a comme une espèce de démonstration obligée de ce que vous êtes légitime à prendre la parole. C'est des petites choses toutes simples, mais ça compte vachement quand même. Ou alors après, les autres difficultés qu'on rencontre, c'est toujours ce sentiment qu'il faut faire nos preuves et qu'on a un petit problème de légitimité. Et c'est quelque chose qui est très largement répandu et c'est ce qui fait que quand on cherche des candidates femmes à des fonctions politiques, souvent on n'en trouve pas beaucoup. Vous voyez par exemple les dernières primaires pour les élections présidentielles. À gauche, il y avait une seule femme candidate, c'était Sylvia Pinel. Aucune autre femme n'était candidate. C'est un signe. C'est un signe que le temps politique actuel que nous connaissons n'est pas favorable aux femmes. On a eu ce grand moment où Ségolène Royal a été candidate avec un espoir qui s'est levé. Et puis, lorsqu'elle a perdu, on a l'impression qu'on a basculé dans le monde d'avant et où la question du rôle des femmes est devenue aujourd'hui problématique. Souvent, quand on essaie de constituer des équipes ou quand on cherche des femmes pour des postes de direction, on a plus de mal à en trouver que d'hommes. Alors moi, j'ai connu aussi des difficultés en ce qui concerne, quand j'étais plus jeune, en ce qui concerne aussi la question évidemment du rapport aux hommes politiques, parce qu'on vous enferme assez facilement dans le rôle soit subalterne, ou dans un rôle qui vous minore, qui vous diminue. Moi, j'ai eu souvent des expériences politiques où on vous propose de mener une équipe à deux, un homme, une femme, et puis assez rapidement, celui qui vous propose ça a tendance à considérer que c'est lui qui va décider de tout, et que vous n'êtes là que comme témoignage, comme pot de fleurs. Et ça fait partie des difficultés que j'ai rencontrées fréquemment. Par exemple, quand vous êtes nommé à des responsabilités politiques, soit on vous dit en fait tu es là parce que tu es une femme, donc ça vous diminue parce que quand vous avez mené des combats politiques depuis des années, donc soit on vous dit tu es là parce que tu es une femme, donc vous vous sentez diminué, soit on vous fait bien sentir que en réalité c'est parce que vous êtes très amis ou que c'est de la cooptation, voire on considère que vous avez utilisé votre condition de femme pour pouvoir obtenir un poste. Bref, à chaque fois, le fait d'être une femme, c'est ramené avant même la question de votre compétence. Et ça, c'est vraiment une façon de vous atteindre et de tenter de remettre en cause aussi la légitimité de votre position. La responsabilité des partis politiques est écrasante, parce que les partis politiques font semblant de dire on investit autant de femmes que d'hommes aux élections législatives. Et le Parti socialiste a fait partie de ça, le PS a dit, alors nous avons investi autant de femmes que d'hommes aux élections législatives, donc nous respectons la parité. Sauf qu'en réalité, ils ont investi beaucoup plus de femmes dans les circonscriptions perdues d'avance que d'hommes. Donc à la fin, ça fait un taux de députés EES qui est en dessous des 30% et donc très en dessous de la parité. Donc moi je dis, il faut multiplier par 3 les sanctions financières. Et il doit y avoir également une obligation de publicité qui soit régulièrement répétée, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'une fois par an, il y a un grand tableau de bord qui est publié sur le retard des partis politiques en matière de parité.
Et donc, le jour, le 8 mars, qui est la journée de la femme, on devrait publier les statistiques des partis politiques sur le nombre de femmes investies. Ça, c'est pour les parlementaires. Au Sénat, c'est à peu près la même chose. Il y a un autre sujet, il y a le sujet des postes de pouvoir. Postes de pouvoir, qu'est-ce que c'est? Les directions de cabinet, les grandes entreprises publiques, les autorités administratives indépendantes, et puis toutes les grandes institutions. Aujourd'hui, on est très très loin de la parité. Vous regarderez aujourd'hui dans le gouvernement actuel le nombre de femmes directrices de cabinet, et je crois qu'on est loin de la parité. Donc vous voyez qu'on a beaucoup de chemin à faire. Je crois de mémoire que les pays du Nord, et en particulier la Suède, ils sont très en avance. Alors il y a une avance et une capacité à être à l'avant-garde dans les milieux politiques, et en particulier sur la parité homme-femme dans les fonctions politiques, mais aussi dans toute la société. Et je l'explique par une législation très progressiste en ce qui concerne le droit de la famille. Par exemple, au Danemark, le congé de paternité et le congé de maternité sont fusionnés en un seul, qui est le congé parental. Et le père peut prendre autant de congé maternité que la mère. Ce qui veut dire qu'on reconnaît que le père a le même rôle, enfin un rôle tout aussi important que la mère dans le fait d'éduquer et d'élever les enfants, ce qui a un impact forcément sur tout. Parce que ça veut dire que quand un jeune homme a un enfant, eh ben, il est autant pris et concerné et en congé que la femme. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de discrimination à l'embauche ou dans le travail parce que, en raison des enfants. Et du coup, si on rétablit l'égalité par rapport à la famille, eh bien, on aura évidemment beaucoup plus de chances de rétablir l'égalité dans les postes de pouvoir ou en droit du travail. Et ça, pour le coup, les pays du Nord ont vraiment une longueur d'avance sur nous, qui sommes des pays latins et encore trop souvent machistes. D'abord, je vous encourage à vous battre dans les études que vous allez conduire, puisque vous rentrerez à Sciences Po ou dans d'autres grandes écoles. Battez-vous pour le respect de l'égalité des droits femmes-hommes. C'est essentiel, c'est votre avenir. Pourquoi? Parce qu'une société plus juste, une société qui respecte l'égalité des droits, c'est une société déjà plus ouverte, plus dynamique, une société plus en phase aussi avec son temps. La France a quand même une responsabilité dans ces sujets de société. Elle doit être à l'avant-garde et donc c'est vous qui allez construire cette avancée. Alors on a progressé quand même, ne voyons pas tout en noir. Depuis une dizaine d'années, les choses ont avancé, il y a quand même beaucoup plus de femmes en politique. Voyez-vous, sur les histoires de harcèlement sexuel, la parole se libère et donc je suis certaine qu'on va continuer à avancer, mais dites-vous bien que tout n'est pas acquis et que c'est à vous qu'il appartiendra de bâtir et de poursuivre ce combat. Le féminisme, ça n'est pas un combat d'arrière-garde, c'est un combat qui est devant nous.